Bonjour, on se retrouve donc pour ce petit récap du mois d'avril. Alors, qu'est-ce que c'est que ce format ? C'est tout simple, je parle de l'actualité qui m'a marqué lors de ce mois. Ainsi, il y aura forcément des sujets qui ne seront pas abordés, parce que d'une part, j'en ai rien à foutre, comme le procès de Johnny Depp par exemple, ou que d'autre part, étant humain et faillible, il y a des films que je n'ai pas eu le temps de voir, comme Vortex par exemple. Et la transition est toute trouvée avec le premier sujet abordé, puisque ce mois-ci, je n'ai vu qu'un seul film au cinéma, et il s'agit des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Alors, les Animaux Fantastiques, pour rappel, c'est un spin-off de la saga Harry Potter se déroulant pas mal d'années avant et mettant en scène les aventures de Norbert Dragono, le célèbre spécialiste des créatures magiques. Le premier volet était plutôt sympathique, le deuxième, j'ai pas tout suivi, et le troisième, il fait débat. Beaucoup de critiques estiment qu'il n'y a pas assez d'animaux fantastiques pour que le film s'appelle ainsi, d'autres regrettent les seconds rôles qui servent à rien, tandis que certains se demandent encore où est Johnny Depp. Encore lui, décidément. Globalement, ces critiques n'ont pas forcément tort, mais je dois admettre que j'ai pour ma part bien apprécié ce film. Je l'ai pris pour ce qu'il est, un blockbuster plutôt efficace. On alterne ainsi entre des scènes d'émotion avec un début à la Bambi, des scènes d'action relativement correctes, des paysages sublimes qui auraient quand même pu être davantage détaillés, et les blagues un peu pourries qui font tout de même sourire et détendre. Mention spéciale à ce niveau pour la scène de prison. Quant à Johnny Depp, il a été remplacé pour les raisons qu'on connaît presque tous par notre Danois adoré Mads Mikkelsen. On peut regretter que ce changement d'acteur n'ait pas été scénarisé et justifié dans le film, mais je ne vais pas trop m'en plaindre puisque j'ai trouvé sa prestation vraiment bonne. Johnny Depp avait en effet fait de Grindelwald une créature monstrueuse avec des cheveux blancs en brosse et une mise en avant de ses iris de couleurs différentes. Depp en avait fait à mes yeux un personnage too much, une véritable rockstar dont on sait directement qu'il est méchant et sans pitié. Mads Mikkelsen, lui, réussit à apporter plus de nuances à ce personnage. Sa coiffure, ses yeux et même ses vêtements sont beaucoup plus normaux. Il est en quelque sorte plus humain et c'est ça qui, pour moi, le rend plus complexe et intéressant. Sans oublier, bien entendu, cette relation amoureuse qui le lie à Dumbledore. En fait, Grindelwald a réussi à m'impliquer émotionnellement. Dans les films, je suis régulièrement du côté des méchants quand ils sont bien construits. Ce sont généralement des personnages qui sont sensibles, mais qui se cachent derrière une force, un charisme et des idées qui leur permettent de s'éloigner de cette sensibilité en pratiquant des atrocités et qui vont tellement loin dans leur délire qu'ils se retrouvent finalement piégés à leur propre jeu, qu'ils doivent toujours porter ce masque de méchant et qu'à partir de là, ils n'ont plus aucune évolution possible si ce n'est de faire davantage de mal pour refouler encore plus profondément son humanité. Et c'est ce que Grindelwald m'a fait ressentir dans le film. C'est à mes yeux un personnage hautement ambigu qui se cache derrière ses idéaux et sa soif de pouvoir, qui montre du cœur vis-à-vis de sa relation avec Dumbledore, mais qui est aussi vraiment sans pitié. D'ailleurs, c'était vraiment fort ce passage où il utilise le sort Doloris. Ça m'a vraiment fait un petit quelque chose. Et quant à l'intrigue, à mon sens, ce n'est pas très utile de s'attarder dessus parce que le scénario justifie plutôt bien ses failles en se basant sur le concept du « il ne faut pas avoir de plan puisque le méchant peut voir le futur ». À partir de là, du coup, je me suis arrêté de me poser des questions et j'ai juste profité. Oh, et puis Jude Law en Dumbledore, ça marche toujours aussi bien, et ça me fait toujours marrer de voir que Dumbledore est vraiment un mec qui manipule tout son petit monde, au lieu de se mouiller lui-même, comme il le faisait déjà dans Harry Potter. Bref, un film classique et plutôt efficace pour moi, et qui donne envie de voir la suite. Sauf que bon, à ce niveau, c'est pas gagné. En effet, initialement, il y a 2 autres films qui sont prévus. Mais bon, il y a quelques obstacles sur la route. Déjà, J.K. Rowling devient une personnalité de plus en plus problématique. Tout comme Ezra Miller qui pète de plus en plus de câbles et se montre totalement instable au point où la Warner l'exclut gentiment de ses futurs projets. Et puis surtout, le film ne rencontre pas le succès espéré et est déjà annoncé comme étant l'épisode le moins rentable de la franchise sur le marché américain. Pas beaucoup de bonnes nouvelles donc, et c'est bien dommage. Ce qui est bien dommage aussi, ce sont les derniers propos de Jim Carrey. En effet, l'acteur commence à songer à sa retraite prochaine du monde du cinéma et ainsi rejoindre Bruce Willis et Jean-Claude Van Damme dans la liste des acteurs qui vont beaucoup nous manquer. Jim Carrey estime en avoir assez fait et compte profiter du reste de sa vie tranquillement en se consacrant à ses peintures. Et oui, vous ne saviez pas qu'il était aussi artiste peintre, hein ?
Pour ceux que ça intéresse, je vous mets en description un lien vers un petit documentaire de 6 minutes où on le suit dans son atelier de New York. Une autre raison de cette retraite pourrait être aussi liée à la baffe de Will Smith. En effet, Jim Carrey s'est dit écœuré par la standing ovation reçue par Will Smith lorsqu'il a reçu son prix du meilleur acteur juste après avoir giflé Chris Rock. Et si on parlait un peu de Will Smith d'ailleurs? Parce que oui, le mois dernier on l'avait laissé sur cet épisode de la baffe, mais il s'est passé plein de trucs depuis. En effet, l'acteur a dû dans un premier temps démissionner de l'Académie des Oscars et ne pourra plus se rendre à un quelconque événement au programme de l'Académie, qu'il s'agisse ou non des Oscars, et ce sur une durée de 10 ans. Netflix, de son côté, a suspendu les projets de Fast and Loose et de Bright 2, et Sony a aussi mis en pause le projet Bad Boys 4. Et en même temps, ayant vu le 3, on peut se dire que ce n'est pas si grave. La presse People prédit même un divorce avec sa femme et selon les dernières nouvelles, l'acteur serait actuellement en Inde. Est-ce qu'il va suivre le chemin de Gandhi et sa doctrine de non-violence? L'histoire nous le dira. En attendant, peut-être qu'un jour, on pourra voir en France la série Bel-Air diffusée actuellement sur Peacock aux États-Unis. Il s'agit d'une série créée par Will Smith, racontant les péripéties du John Will Smith qui va vivre chez son oncle dans le quartier luxueux de Bel-Air. C'est donc une sorte de reprise du Prince de Bel-Air, à ceci près que le ton est beaucoup plus dramatique. Bref, c'est pas ça qui va m'intéresser, parce que je ne suis de base pas très série, et que les refontes pour jouer sur la nostalgie, ça me plaît encore moins. Bon, je regarde quand même quelques séries, et d'ailleurs je ne saurais trop vous conseiller Derby Girl, dont la saison 2 est parue début avril. En plus, c'est gratuit et diffusé sur France TV /. Et bien entendu, je vous mets le lien en description. Pour faire bref, Derby Girl, c'est une petite perle portée par une anti-héroïne aussi attachante que méprisante, Lola Bouvier, interprétée par Chloé Joannet, qui est une ancienne star du patinage artistique et qui va se lancer dans le roller derby pour quelques petites questions d'ego. C'est un format court de 20 minutes qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, et même si le premier épisode laisse un peu sceptique et donne l'impression d'être face à une caricature, eh bah continuez quand même, ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est très cool. On retrouve au casting des petits chouchous de YouTube d'ailleurs, comme Adrien Méniel, Maxence ou encore Alison Chassagne, qu'il faut absolument voir sur la chaîne Glamouze. Là aussi, je vous mets le lien en description. Autre série dont le premier épisode a été diffusé le 25 avril sur OCS, c'est We Own This City, la nouvelle série de David Simon, le créateur de la sacro-sainte série The Wire. Et encore une fois, on va plonger dans le cœur de Baltimore, entre trafic de drogue, crimes violents et des flics assez cons. Et évidemment, c'était très dur pour moi de regarder ce premier épisode sans être dans le prisme de la comparaison avec The Wire, tellement cette série a marqué son époque et notre génération de trentenaires. Et sans surprise, c'est moins bien. Après 10 premières minutes où je suis joasse de retrouver l'ambiance des rues de Baltimore et un générique qui est top, l'épisode devient assez vite relou. Alors que dans The Wire, on s'attache à ces personnages aussi bien flics que dealers, là, on s'attache à personne. Et pire que ça, on est quasiment que du point de vue des flics et c'est vite pénible. The Wire avait su se réapproprier et réinventer des codes inhérents aux séries policières, et We Own This City, quant à lui, n'innove en rien. Ah si, il y a quand même une double temporalité qui sert plus à nous perdre qu'autre chose. The Wire parvenait aussi à instaurer une ambiance avec un rythme assez particulier et des dialogues ciselés au couteau. Ici, c'est beaucoup plus faible. Comme les personnages, il n'y a pas de punchline qui m'ont marqué. Le rythme, lui, est plus moderne, plus rapide et ça rajoute là aussi plus de confusion qu'autre chose. Bref, je vais faire mon boomer et dire que The Wire était un monument, tandis que We Own This City, en reprenant des codes qui sont désormais considérés comme classiques, ne parvient pas à se détacher de son illustre aîné. Bon, après, c'est vrai que The Wire se méritait et qu'il fallait aussi plusieurs épisodes pour rentrer dans son univers. Ce sera donc peut-être aussi le cas pour cette nouvelle série, à voir. Et après OCS, parlons un peu de Netflix avec le film Apollo 10 ennemis, les fusées de mon enfance. Un titre déjà assez énigmatique. Alors c'est un film d'animation de Richard Linklater, le mec qui a fait la trilogie Before, Boyhood et surtout A Scanner Darkly, qui réunit Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Winona Ryder et Woody Harrelson. Ce film a la particularité d'être animé à partir de prises de vue réelles à l'aide de la technique de la rotoscopie, un des filtres devenus les plus populaires sur TikTok d'ailleurs. C'est
C'est une technique qu'on ne voit que très peu au cinéma, mais qui pourtant donne un résultat bluffant. Le réalisateur est désormais un habitué de cette technique puisqu'en plus de A Scanner Darkly, il a réalisé Walking Live avec ce même procédé et désormais Apollo 10,5. L'histoire est plutôt simple, on suit la vision d'un enfant sur la mission Apollo 11 qui emmènera les premiers hommes marcher sur la Lune. C'est un film plein de rêverie, de douceur et surtout qui nous conte cette année 69 par les yeux d'un enfant. C'est naïf, loufoque également, mais c'est vraiment un film feel-good qui, en plus d'être très joli, nous apporte de l'intensité et de la bonne humeur. Je ne saurais que vous conseiller de le voir. D'ailleurs, je pense que c'est mon film coup de cœur de ce mois-ci. Et juste pour vous convaincre davantage, sachez que la BO est d'époque et regroupe des musiques de Kenneth Heath, Jeff Beck, Creedence Clearwater, Johnny Cash, Katy McCarthy et surtout les Pink Floyd. Bref, que du kiff. Regardez ce film qui a l'air d'être malheureusement assez passé sous les radars. Allez, on enchaîne sur quelques news rapides qui font toujours plaisir, comme par exemple Avatar 2 qui a enfin son titre et s'intitulera Avatar The Way of Water. Plus personne n'attend vraiment ce film de James Cameron, mais il sortira tout de même à la fin de l'année, le 14 décembre plus précisément. On sait déjà que l'intrigue se déroulera une dizaine d'années après les événements du premier film et suivra la vie de Jack et Neytiri. De plus, James Cameron nous offre une première bande-annonce qui sera dévoilée le mercredi 4 mai, juste avant les séances de Doctor Strange 2. Mais bon, si vous n'avez pas envie de voir Doctor Strange 2 et que vous préférez des films de la nouvelle vague japonaise, eh bien la Cinémathèque française est en pleine rétrospective Imamura. Cette rétrospective dure jusqu'au 7 mai, il reste peu de temps, mais vous avez encore l'occasion de voir ces différents courts-métrages ainsi que les films Ces dames qui vont au loin et Mon deuxième frère. Mais on peut aussi aimer les grosses cylindrées et les muscles, et je ne vous jette pas la pierre, car pour moi aussi la saga Fast and Furious s'avère totalement épique. Et justement, on a quelques nouvelles de Fast and Furious 10. Je vous avais déjà annoncé l'arrivée de Jason Momoa dans le casting, mais cette fois, honneur aux dames, puisque c'est Brie Larson qui va rejoindre l'équipe. Et oui, Captain Marvel va ainsi côtoyer Aquaman et le Peacemaker. Et bonne nouvelle, le tournage a débuté le 18 avril. Bon, par contre, aujourd'hui, le tournage est en suspens pour la simple et bonne raison que le réalisateur, Justin Lin, quitte le projet, pour cause apparemment de différences créatives. On n'en saura pas plus, si ce n'est que Universal a mis en pause le tournage le temps de trouver un nouveau réalisateur. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de Vin Diesel lui-même pour diriger cet ultime épisode de la saga. Et je dois dire que je ne sais pas du tout si c'est une bonne ou mauvaise chose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si vous avez un avis sur la question. Sinon, The Batman 2 est sans surprise déjà officialisé. Matt Reeves sera de nouveau aux commandes et Robert Pattinson fera encore une fois son adolescent sombre et ténébreux. On n'en sait pas plus. Est-ce que l'on reverra le Joker, comme nous laisse penser la scène coupée qui a été diffusée sur internet ? Même si le réalisateur ne semble pas à l'heure actuelle vouloir en faire son principal antagoniste, je pense qu'on aura quand même de grandes chances de le revoir. Et finalement, si on retournait un peu au niveau des séries françaises et qu'on parlait un peu de La Flamme. La Flamme, c'était dans sa première saison une parodie de l'émission Bachelor, menée de main de maître par Jonathan Cohen, qui était épaulé d'un solide casting avec entre autres Leila Bekti, Laure Calamy, Adèle Exarchopoulos, Vincent Dedienne, Géraldine Nakache ou encore Gilles Lelouch et Pierre Ninet. Bref, c'était une série super cool et la saison 2 qui débute le mois prochain nous est présentée dans une toute nouvelle bande-annonce et sera cette fois une parodie de Koh-Lanta. Ça paraît prometteur et en plus une bonne partie du casting de la première saison est de retour avec des rajouts de poids en la présence de Gérard Darmon, Can Merad et Jonathan Lambert. Et ce sera normalement sur Canal+ en mai, vivement. Et comme chaque mois, eh bien des gens meurent, et le mois d'avril n'a pas dérogé à la règle. Le cinéma français a ainsi perdu 2 de ses acteurs, avec Michel Bouquet, premièrement, qui est décédé le 13 avril à l'âge de 96 ans. C'était un acteur exigeant, initialement homme de théâtre, avant de rejoindre le cinéma sous la houlette de réalisateurs comme Henri-Georges Clouzot, Gilbert Gilles, Abel Gance, mais surtout Jean Grémillon qui lui offrira son premier grand rôle au cinéma dans Patte Blanche.
Il traversera ensuite les époques, jouant également avec Truffaut et Chabrol, mais aussi Michel Audiard, Bertrand Blier, Jaco von Dormael, Anne Fontaine qui lui fera obtenir son premier César du meilleur acteur pour Comment j'ai tué mon père, et Robert Guédinguian qui lui fera obtenir son second César pour sa prestation de François Mitterrand dans Le Promeneur du Champ de Mars en 2005. On se consolera en regardant Nuit et brouillard d'Alain Resnais où il est le narrateur. Comment ça, c'est pas le meilleur film pour se consoler ? Eh bien dans ce cas, on se consolera en revoyant Juste avant la nuit de Claude Chabrol parce que le SM peut se révéler une pratique dangereuse. Jacques Perrin nous a également quittés, c'était le réalisateur du Peuple migrateur et de Océan. Mais il était principalement acteur et on a pu le voir dans beaucoup de seconds rôles, que ce soit dans Cinéma Paradisio, Z de Costa Gravas, Podane de Jacques Demy, ou plus récemment dans Goliath de Frédéric Tellier, film avec Pierre Ninet et Gilles Lelouch qui est sorti en mars dernier. On se consolera en revoyant le super Demoiselle de Rochefort, où il joue ce marin aux cheveux blonds qui veut prendre sa perme à Nantes. Et pour conclure cette rubrique nécrologique, parlons un peu de Dominique Antoine, une productrice de cinéma et de télévision. Elle est surtout connue pour avoir travaillé aux côtés d'Orson Welles sur des films jugés difficiles comme Vérité et Mensonge. On imagine très bien que bosser à côté d'Orson Welles ne devait pas être facile tous les jours, tant le mec avait des idées ambitieuses toutes les secondes. Mais on imagine que Dominique Antoine aura su le canaliser ne serait-ce qu'à tout petit peu, et chapeau à elle ne serait-ce que pour ça. On se consolera en voyant de l'autre côté du vent une autre œuvre maudite d'Orson Welles qui a enfin réussi à sortir en 2018 sur Netflix grâce au travail de cette productrice acharnée. Et voilà, place au Festival de Cannes désormais. L'événement aura lieu du 17 au 28 mai, mais on a déjà eu beaucoup d'annonces de fêtes sur le sujet. Déjà, la hype a débuté pour moi avec David Lynch. En effet, des rumeurs ont circulé comme quoi le réalisateur allait profiter du festival pour diffuser un film inédit dans lequel joue Laura Dern. Et comme il n'a pas réalisé de long métrage de fiction depuis 2006 et Inland Empire, on est en droit de saliver devant cette annonce. Malheureusement, l'annonce de la programmation ne viendra pas confirmer la rumeur. Peut-être que finalement on s'est trompé de David, parce que David Cronenberg sera quant à lui présent en compétition officielle avec Les Crimes du futur, réunissant Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart dans un film qui a l'air bien malsain et éprouvant sur le thème de la chirurgie esthétique. Mais la compétition sera rude, puisque James Gray sera également de la partie avec son dernier film Armageddon Time, où il va raconter son enfance dans le Queens. On retrouvera aussi Koreeda, qui a déjà eu la Palme d'Or en 2018 avec Une affaire de famille. Il va ainsi nous montrer son film Broker, racontant l'histoire de deux hommes qui vont récupérer illégalement un enfant destiné à l'abandon. Un film qui s'annonce à la fois drôle et touchant, comme Koreeda sait si bien le faire. Mais ce n'est pas tout, puisque Park Chan-wook sera aussi de la partie cette année. Le réalisateur de Old Boy vient présenter Decision to Live, qui n'est pas le film que l'on attendait du réalisateur, mais qui promet une intéressante enquête policière. Parmi les favoris, on peut citer Claire Denis avec Stars at Noon, Jerzy Skolimowski, qui a réalisé une adaptation de Au hasard Balthazar de Robert Bresson intitulée Ihan, et dans lequel on retrouve Isabelle Huppert. Il y aura aussi le dernier Desplechin, frères et sœurs, réunissant Melville Poupeau et Marion Cotillard, et finalement, les frères Dardenne, grands habitués de la croisette, seront une nouvelle fois en compétition avec Tori et Lokita. Le jury devra donc faire un choix qui s'annonce déjà difficile. Ce jury sera d'ailleurs présidé par notre Vincent Lindon national et sera composé de Rebecca Hall, Deepika Padukone, Naomi Rapace, Jasmine Trinka, Asghar Farhadi, Lajli, Jeff Nichols et Joachim Trier, un casting hétéroclite qui est pas dégueu du tout. Hors compétition, on retrouvera en film d'ouverture Z comme Z de Hazanavicius, film qui s'appelle désormais Coupé, en raison de la symbolique qu'a pris la lettre Z en Russie. Ce sera un remake de Ne coupez pas, un film de zombies comique en provenance du Japon.
Tom Cruise sera aussi présent pour la suite de Top Gun, Baz Luhrmann présentera en avant-première son biopic sur Elvis, et il y aura même George Miller pour son film 3000 ans à attendre. Et puis pour finir, il y a 2 films en séance de minuit que j'attends particulièrement, à savoir Le Dernier Dupieux, Fumer fait tousser, et Moon Age Daydream, un documentaire expérimental sur David Bowie. Bref, il y a de quoi faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire le film que vous attendez le plus de votre côté sur cette sélection cannoise. Et voilà, c'était le récap du mois d'avril, c'était assez riche, mais je pense que le mois de mai sera encore plus chargé avec bien évidemment le Festival de Cannes, la sortie du dernier Doctor Strange et celui que j'attends le plus, The Northman de Robert Eggers. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu qui fait toujours plaisir, et puis un petit commentaire qui lui aussi fait plaisir, mais aide aussi pour le référencement. Merci à vous qui êtes toujours là et de plus en plus nombreux, et je vous dis à la prochaine. Bisous.